C'est l'heure d'une nouvelle édition d'actualité sur Canal 7, votre nouvelle chaîne panafricaine. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal. Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a répondu présent à la convocation de la Cour pénale internationale ce mercredi. C'est la première fois qu'un chef d'État en exercice comparaît devant la justice internationale. Face à cela, plusieurs Kenyans se sont mobilisés pour exprimer leur soutien au président Uhuru Kenyatta. Les détails avec Uriel Abaga. Le président kényan Uhuru Kenyatta a comparu ce mercredi matin devant la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Ce fait est inédit puisque c'est la première fois qu'un chef d'État en cours de mandat se présente devant la haute instance judiciaire internationale. Le dirigeant africain est poursuivi pour son rôle présumé dans les violences qui ont suivi l'élection présidentielle de 2007 et accusé de crimes contre l'humanité. Il y a 7 ans, la réélection à la tête du pays du président sortant Mwai Kibaki avait été largement contestée par le peuple. Ce déni avait plongé le Kenya dans une crise qui s'est rapidement transformée en guerre ethnique et causé 1000 décès et 600 000 déplacements de population. Uhuru Kenyatta a cependant reçu, depuis son arrivée sur le territoire hollandais dans la nuit de mardi, le soutien de nombreux Kenyans. La personne responsable de tout cela est dehors sans justice. Les victimes recevront la justice quand cette personne apparaîtra devant la CPI. Uhuru n'a rien à voir là-dedans. La Gambienne Fatou Bensouda, procureure de la CPI, était également présente à l'audience. Elle a fait état du manque de coopération de Nairobi, qui refuse de faire parvenir à La Haye les relevés bancaires et téléphoniques du chef de l'État. Selon la magistrate, ces éléments à charge pourraient prouver la culpabilité de Uhuru Kenyatta. Les juges de la CPI déplorent le manque de preuves résultant de la rétractation de 7 témoins de l'accusation. Le vice-président William Ruto, à qui Uhuru Kenyatta a délégué ses pouvoirs pour la période de son séjour à La Haye, fait également l'objet d'une procédure judiciaire similaire depuis la fin de l'année 2013. Au regard de ces faits, l'Union africaine avait accusé la Cour pénale internationale de ne poursuivre que les dirigeants africains et avait demandé le retrait des charges à l'encontre des 2 hommes d'État kenyans. L'armée somalienne et les troupes de l'Union africaine sécurisent depuis hier le port de Baraoui, capitale économique des Chebab en Somalie. Ces derniers ont évacué leurs combattants vendredi dernier face à l'avancée de l'armée somalienne et de l'AMISOM. Cependant, même absents et affaiblis, ces islamistes restent une menace pour la région. Suivons le récit de Larissa Fall Traoré. Alors que les forces de l'Union africaine et les soldats somaliens se préparent à reprendre le port de Baraoui, principale source de revenus des Chebab, les miliciens islamistes auraient fui la ville portuaire. La prise de cette ville emblématique est un coup dur pour les Chebab, un mois seulement après la mort de leur chef suprême, Ahmed Abdi, tué par une frappe aérienne américaine. Ces islamistes chassés de Mogadiscio ont essuyé une série de défaites militaires face à l'AMISOM. On fuit les villes capturées et nous demandons aux Somaliens et aux pays voisins d'être très vigilants car ces militants déplacés sont une menace pour les Somaliens, pour la région et pour le monde en général. C'était une ville particulièrement stratégique et importante pour le gouvernement de Somalie, comme vous le savez. Tout d'abord, c'était la capitale d'Al-Shebab, là où les chefs avaient pour l'habitude de se rencontrer pour préparer des attaques terroristes en Somalie et dans les pays voisins. Toutefois, à mesure que les Chebab perdent du terrain, ils sont plus que jamais déterminés à montrer leur capacité de nuisance à travers des attaques complexes et spectaculaires. Un acte calculé pour regagner l'initiative militaire, inciter les troupes kenyanes à se retirer de la Somalie et décourager les pays qui voudraient envoyer des troupes sur les lignes de front. Les milices islamistes continuent donc de contrôler de vastes zones rurales ainsi que de nombreux axes routiers reliant les localités conquises par les troupes somaliennes et l'Union africaine. Même affaiblis, les Chebab restent une menace importante pour la sécurité en Somalie et dans la région. Après des affrontements entre les autorités soudanaises et les musulmans en décembre dernier, l'absence de pluie et l'insécurité alimentaire gagnent du terrain, plongeant ainsi les populations soudanaises dans une dramatique tourmente alimentaire. Le reportage de Larissa Fall Traoré. Les conflits qui ont éclaté au sud du Soudan entre les forces gouvernementales et les rebelles arabes en décembre dernier ont fait plusieurs morts, déplacés et réfugiés, causant ainsi la vulnérabilité des populations, lesquelles voient leurs conditions de vie déjà désastreuses et se déliter davantage
avec l'absence de pluie. Plus de 7 millions de personnes se trouvent donc exposées au risque d'insécurité alimentaire, dont 4,9 millions ont besoin d'une aide humanitaire, même si aucune déclaration de famine n'a encore été faite jusqu'à ce jour. Il y a une insécurité alimentaire, mais pas de famine à proprement parler. Aucune famine n'est déclarée sur la base des données disponibles au mois de septembre. Donc je vais m'abstenir de toute spéculation vis-à-vis de ce qui va se passer lorsque nous serons plus loin dans la saison sèche. Je pense que nous devons nous en tenir aux faits. Toutefois, bien qu'aucune famine n'ait été déclarée, il y a une insécurité alimentaire dans certaines zones du pays. Ces défis sont à la fois internes et externes. Et pour réussir la mission que l'on nous a confiée, nous avons besoin de la coopération et du soutien de toutes les parties concernées au Soudan du Sud, le gouvernement, l'opposition et les groupes d'intérêt. Le Soudan du Sud est sans doute devenu indépendant, mais l'urgence d'une sécurité alimentaire se pose avec acuité. Il reste que des défis majeurs sont à relever dans cette partie du monde, mais une implication effective de toutes les parties prenantes est nécessaire afin de sortir les populations de cette potentielle et dramatique tourmente alimentaire. Après la contamination d'une aide-soignante par le virus Ebola, les personnels de santé de l'hôpital Carlos III de Madrid ne cachent pas leur stupeur et leur inquiétude. Cette dernière avait soigné en août et en septembre dernier 2 missionnaires rapatriés en Espagne. Les détails avec Abdelaziz Maïga. L'inquiétude et l'incrédulité sont de mise en Espagne depuis l'annonce lundi du premier cas de contamination d'Ebola hors d'Afrique. Aussitôt, les premières critiques du système de protection mis en place par Madrid ont fusé. La porte-parole de la centrale syndicale indépendante des fonctionnaires a dénoncé le manque total de contrôle de la situation à l'hôpital. Elle a en outre affirmé que les infirmiers assistaient à une formation express insuffisante selon eux de 15 minutes avant de traiter les patients. Nous n'avions pas les infrastructures pour gérer un virus de cette ampleur. Le rapatriement a lieu, le père Pageres est admis à l'hôpital Carlos III et un hôpital de campagne est créé dans la plus totale improvisation. Les protocoles n'ont pas fonctionné. Les protocoles prévoyaient des équipements de protection individuelle et des moyens de prévention pour les professionnels qui seraient en contact direct avec le patient. Les professionnels n'ont pas reçu de formation préalable pour traiter ce patient et dans ce nouveau cas, nous allons nous retrouver dans la même situation. De son côté, le gouvernement espagnol, par le truchement de son ministre de la Santé, Ana Mato, a appelé au calme, tandis que le représentant de l'hôpital Carlos III se voulait rassurant. À un moment, il y a eu une défaillance dans le protocole. Il faut l'identifier. Ce qui est sûr, c'est que ce sont de grands professionnels. Une étude commandée par la Commission européenne a conclu que le risque d'une propagation d'Ebola sur le vieux continent à partir d'un malade évacué d'Afrique était extrêmement faible. L'estimation est fondée tant sur le mode de transmission de la maladie, qui suppose un contact direct avec les 5 S, sperme, sel, sang, sueur et salive, que sur la qualité de la prise en charge médicale et sanitaire en Europe. Les bureaux du Centre culturel français de Gaza se sont consumés en début de semaine. Un incendie causé par des réservoirs d'essence conservés pour alimenter l'institution en électricité. Pas de perte en vie humaine, en revanche, d'importants dégâts en matériel se sont déplorés. Panjakou. Les locaux du Centre culturel français de Gaza ont été la cible en ce début de semaine d'un incendie. Des flammes causées par des réservoirs d'essence défectueux, selon des responsables palestiniens, seraient à l'origine de cet événement malheureux. En raison de coupures d'électricité intempestives que subit la bande de Gaza, le Centre culturel français conservait de nombreux générateurs et jerrycans de carburant pour s'alimenter. Certaines personnes expliquent que ceux-ci ont explosé 2 fois, puis les flammes ont envahi le bâtiment sinistré. Heureusement que ce dernier était vide à cause de l'Aïd al-Adha, l'une des grandes fêtes musulmanes. Iyad al-Bozoum, le porte-parole du ministère de l'Intérieur de Gaza, a confirmé les causes de cet incendie en affirmant qu'une enquête avait été ouverte par la police qui s'était rendue sur les lieux. Jusqu'au petit matin, les flammes continuaient de consumer le bâtiment, tandis que les sapeurs-pompiers, avec l'aide de la population, tentaient de circonscrire le feu pour éviter encore plus de dégâts matériels. Contrairement au Centre culturel français basé sur le continent africain, celui de Gaza n'est pas géré par des ressortissants français.
Les missions diplomatiques et bâtiments hexagonaux ont été placés en alerte spéciale depuis le début des enlèvements et des exécutions des étrangers par les djihadistes de l'État islamique et leurs alliés. Pour la fin de ce journal, la Tunisie abritera la 36e édition du championnat d'Afrique de handball hommes et dames, prévu du 8 au 19 octobre prochain. Ce sont au total 11 clubs repartis en 2 poules venant de différents horizons qui prendront part à ce grand rendez-vous. Les précisions avec Michel Zuei. La Tunisie abritera du 8 au 19 octobre prochain la 36e édition du championnat d'Afrique de handball dans les catégories hommes et dames. Dans le cadre de ce grand rendez-vous sportif qui réunit tous les 2 ans, depuis 1974, les meilleures équipes africaines de handball, à la suite du désistement des dernières minutes de plusieurs clubs, seulement 11 équipes seront en lice dans ce tournoi. La Confédération africaine de handball a décidé de scinder les équipes en 2 poules, l'une avec 6 clubs et la deuxième avec 5 clubs. À cet effet, dans le groupe A, nous retrouverons l'Espérance de Tunis de la Tunisie, Mouldia Marrakech du Maroc, Primero d'Acosto de l'Angola, Stade Mondji du Gabon, Al Jazeera Club de la Libye et Pyramide du Nigeria. Tandis que dans le groupe B, les forces en présence sont le Club africain de la Tunisie, Al-Ahli d'Égypte, les FAP du Cameroun, Wydad Smara du Maroc et Al-Hilal de la Libye. Les organisateurs ont affirmé lors du tirage au sort que toutes les mesures avaient été prises afin d'assurer le déroulement de la compétition dans les meilleures conditions. Par ailleurs, ces derniers ont précisé que les équipes seront hébergées à Hammamet, tandis que les rencontres se dérouleront dans les salles de cette dernière ville, à Benikiar, au Palais des Sports d'El Mensa et à la salle de Zaoui. Le président de la Confédération africaine, Mansourou Aremou, s'est réjoui de l'organisation mise en place. Le lancement officiel de cette compétition aura lieu ce jeudi à Tunis avec des doubles confrontations. Ce dernier, décédé mercredi dernier, sera inhumé vendredi après la prière d'Asler à Al-Madia. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain 13h. Au revoir.